Alors pour cette partie, on va d'abord définir ce que c'est un clan pour que tout le monde comprenne et pour que les plus jeunes soient au pas. Donc il faut comprendre qu'il y a différentes choses qui lient des membres, différents membres d'une communauté ou d'individus à un clan. La première chose, c'est l'affiliation commune. Donc en général, ils se réunissent autour d'un être, d'un ancêtre totémique. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui est leur ancêtre commun ou quelqu'un en fait qu'ils avaient désigné comme héros en fait pour former un clan. Voilà. Donc deuxièmement en fait c'est des obligations sociales. Par exemple ce serait quoi? Ici on parle de l'entraide, la solidarité, la défense collective effectivement. Donc quand vous partagez les mêmes valeurs, vous êtes affiliés au même clan. Donc après on a les interdits, ce qu'on appelle des tabous. Voilà, donc on va dire ici, l'exemple n'est pas souvent le bon, dit qu'épouser un membre de son propre clan est interdit. Donc chez nous c'est faux. Chez les Guamienais ou chez les Pauvres c'est faux. En fait on s'épouse dans le même clan. C'est juste que les interdits sont plutôt liés par exemple à l'aspect totémique. Le fait de ne pas manger quelque chose. Par exemple de ne pas se balader très tard la nuit ou de ne pas siffler la nuit sans raison comme ça. Ou voilà. Après ça, en fait, il y a aussi le nom ou le totem. Donc, c'est-à-dire que certains sont, on va dire, ont des affinités plus ou moins faciles avec certains animaux, comme le lion, le crocodile, l'aigle, d'autres vont dire l'araignée, la chauve-souris, d'autres parfois c'est le corbeau. Et par rapport à ça, donc, l'utilisation plus fréquente d'un animal ou autre, en fait, va donner, par exemple, une signification forte et va rallier des individus à cette même cause-là. Voilà, en fait, on va dire, c'est beaucoup plus stratégique, c'est des unions stratégiques. Et après, bien sûr, il y a le fait d'avoir un territoire commun. Donc, de vivre sur une terre commune nous associe en tant que membres à un même clan. Voilà. En démarrant au cœur de la dernière glaciation. Ça correspond à une époque très aride. Le Sahara est infranchissable, en dehors de la vallée du Nil. Quant à la forêt dense de l'équateur, elle est peu propice aux grands déplacements. L'endroit le plus favorable aux fortes densités de population se trouve au niveau des plateaux éthiopiens, à la fois bien arrosés et épargnés par les maladies tropicales grâce à l'altitude. C'est là qu'émerge le groupe E. Il existe alors deux bandes de savane favorables aux migrations, l'une vers l'ouest et l'autre vers le sud. Il reste peu de traces d'éventuelles migrations vers le sud. En revanche, il y a clairement eu plusieurs migrations vers l'ouest. Ça commence en direction du nord de l'Ouganda. C'est là qu'un groupe E2 se sépare du E1. Le E1 poursuit ensuite jusqu'à l'Atlantique, où il donne naissance au E1A, distinct du E1B qui émerge en Éthiopie. Ce E1B se diffuse lui-même vers l'ouest, peut-être vers 20 000 avant Jésus-Christ. Peu après apparaissent les deux sous-groupes qui subsistent aujourd'hui. Le E1B1B en Éthiopie, où on parle le proto-afro-asiatique, et le E1B1A sur les abords du Haut-Niger et du Haut-Sénégal, où on parle le proto-nigéro-congolais. Ce sont d'abord les afro-asiatiques E1B1B
qui descendent le Nil et s'étendent sur les rives de la Méditerranée, peut-être dès 12 000 avant Jésus-Christ. Puis le reverdissement post-glaciaire leur permet de traverser le Sahara du nord au sud. Vers 6 000 avant Jésus-Christ, cette nouvelle pression depuis le nord accélère la migration des Nigéro-Congolais E1B1A, qui s'étendent bientôt du Sénégal au Cameroun. Le bouleversement suivant est lié à la domestication du mil autour du Moyen Niger, au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Vers 2000 avant Jésus-Christ, l'agriculture se diffuse de proche en proche, notamment au sein des Nigéro-Congolais. En parallèle, l'assèchement du climat a rouvert la route de migration traditionnelle. Grâce à leur supériorité démographique permise par l'agriculture, les Bantous commencent à supplanter les populations de chasseurs-cueilleurs implantées plus à l'est, et ils atteignent l'Ouganda vers 1000 avant Jésus-Christ. Ils amorcent aussi un mouvement plus lent vers le sud, en pleine forêt, aux dépens des Pygmées. Cette migration des Bantous connaît une soudaine accélération vers 500 avant Jésus-Christ, avec l'adoption de la métallurgie du fer. Les Bantous s'étendent alors vers le sud sur toutes les terres propices à l'agriculture, essentiellement aux dépens des Khoisan. Vers 500 après Jésus-Christ, ceux-ci se retrouvent confinés dans les régions les plus sèches, moins favorables aux cultures. L'Antiquité tardive correspond à un pic de froid et de sécheresse. C'est sans doute ce qui pousse certains Nilo-Sahariens du Soudan à migrer vers la vallée du Nil au IVe siècle. Ils contribuent à ruiner le royaume de Méroé de culture égyptienne, et ils y fondent de nouveaux royaumes. Ce sont les ancêtres des Nubiens actuels. Une autre migration exceptionnelle a lieu un peu avant ces événements. Profitant des courants commerciaux dans l'océan Ovaro, inongo ningwa miene, ovaro, inongo nimpongwe, Niwe. J'espère que vous allez très bien. Alors ici, on est là pour comprendre un peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé sur les migrations. Bon, je vais me mettre de ce côté-là pour vous expliquer un peu le contexte. C'est qu'actuellement, en fait, la majeure partie des populations, de l'ensemble des populations bantoues et des tribus habitent au Gabon, mais n'ont pas toujours habité là-bas. Donc là, elles ont émergé. En fait, il y a une éclosion des populations et des habitations sur la corne est de l'Afrique vers l'ouest, effectivement. Et ça a été expliqué par la vidéo précédente et la petite partie précédente. Pourquoi est-ce que nous sommes un peuple bantou? Parce qu'effectivement, il y a différentes peuplades, donc différents peuples en fait, en fonction de leur région, qui ont un nom spécifique. Et nous faisons partie du groupe ethno-linguistique Mienais. Donc, il y a effectivement d'autres qui suivront cette vidéo, par exemple, qui pourront être Fan, Pununzebi, par exemple, Tsogo, Lumbu, Vungu, Sango, etc. Donc, ici, on va parler des Ndiwa, qui sont un clan Pongwe, qui est éteint malheureusement. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons voir sur la slide qui suit l'implantation des différents clans. Donc, l'implantation des différents clans en fonction de Libreville, je vais mettre ici. Et là, vous avez vu en fait que pour les Ndiwa, pour les premiers clans qui sont arrivés, en fait, ils sont passés par le nord, l'est, nord-est de Logo et Vindo. Ils sont passés par ici, sont allés sur, par exemple, l'île d'Ambert et l'île Biniconica, en fait, qu'ils appellent l'île de Roi. Donc, en hollandais, en fait, c'est Konig Island. Et là, sur la rive gauche, vous voyez en fait qu'il y a des implantations ici, mais il y a aussi une implantation qui avait été repérée par Aponda Walker au bord de la rivière Ikodogo. Voilà. Après, il y a tous les autres clans qui suivent, Gekaza, Zwa, Abdanongo, Angé, Nkora. Maintenant, là, c'est pour vous montrer, je vais mettre de ce côté comme ça, ce sera plus simple. Là, vous voyez un peu les différentes implantations qui ont été faites par les peuplades, par les différents clans qui sont venus. Donc, il n'y a pas que les clans Pongwe, mais les premiers à être arrivés, parce que les pygmées qu'on appelle les Babungo aussi sont plus vers le centre du Gabon. Voilà. Et là, juste à droite, la photo de la droite, en fait, ça c'est l'aménagement actuel de tout Libreville. De la Pointe de Nil, l'île Coniquet, là vous avez les différents quartiers, donc Cocotier, Odegege, Batterie 4, donc moi je suis un gars des Plaines-Noreti, Libreville, tout ça là, Montagne Sainte, voilà. Donc après ça, vous voyez, on a la Tanzanie. Pourquoi la Tanzanie?
Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'observation des récits et des contes qui nous sont racontés dans la cosmogonie mienne, en fait, fait en sorte que nous nous retrouvions ici et que nous reconnaissions les environnements que nos ancêtres ont rencontrés dans les années 1400, 1300 et plus, ou 1200 avant, parce qu'en fait, la grande migration s'est faite en 1300. Je pense que le début de cette migration a été, il y a eu plusieurs hypothèses. La première, c'était que les Sipondo nous poursuivaient. Les Sipondo, ce sont ce qu'on appelle les hommes cheval ou on appelle ça comment ça a un nom, les centaures, voilà. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'on était à la poursuite du soleil. Donc on est passé par là pour aller vers le soleil, vers l'équateur. La plus plausible, donc les premiers, c'était les Ndiwa qui sont passés par ici. Donc ils sont quittés d'Olando à Bunje. Et d'Olando à Bunje, en fait, qui constitue cette corne est-là, en fait, ils sont allés, on est d'abord quitté de l'Éthiopie, de la vallée du Haut-Nil, en fait, là-bas. Et de là-bas, en fait, on arrive ici à Olando. Donc, Bunje et d'Olando à Bunje, on arrive à Painandungu, au Gabon, au niveau de l'Ogo-Evido. À Painandungu a constitué ici le lieu où se sont regroupées toutes les tribus pour décider des routes à prendre en fonction des chefs et de l'orientation qu'ils avaient. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs atouts qu'ils avaient à cette époque-là. Mais avant ça, en fait, ils ont croisé les Tsogo qui les ont initiés. Je pense que ça a été une sorte d'élévation spirituelle, en plus de ce qu'ils avaient déjà. Après ça, chacun a pris sa route. Le premier à être arrivé, c'est Rogombe avec ses deux femmes sur une natte. Donc, il faut comprendre que les Ndiwa avaient possédé de beaucoup, d'à peu près, je pense que plusieurs mois ou à peu près même une année ou quelques années, l'arrivée des autres Pongouais. Donc, ils sont arrivés sur la rive gauche. Voilà. Donc maintenant, il faut voir ici, juste pour vous montrer un peu ce que ça peut faire actuellement, en partant du centre de la Tanzanie jusqu'à là-bas, 984, là, ça fait à peu près 42 jours. Hein. Donc c'est 40 jours en train de marcher tout ça là, sachant que les papas là et les mamans là ne savaient pas où ils allaient, donc je vous imaginez un peu. Et ils ont emporté, on va dire, l'ensemble de certaines plantes qui plantaient, de la nourriture aussi, au fur et à mesure. Et je pense que ils avaient aussi un lien intime avec les animaux, tout ce qui est totémique. Parce que vous allez remarquer que dans la slide suivante ici, plusieurs, là en fait on vous montre un peu, c'est le parc, bon, on va dire le parc, mais l'ensemble des ressources naturelles de cet endroit Tanganyika, qui signifie compter les vagues en langue omienne. Tanga, c'est compter. Et après, vous voyez en fait ces différents animaux-là que nous retrouvons aussi au Gabon et qui constituent pour la plupart des totems ou des animaux vraiment érigés dans les sociétés miennes. Voilà. Donc, je vous remercie et on passe à la suite. Holfer Dapper est un médecin et érudit hollandais qui a publié en 1668 le livre, donc l'ouvrage Description de l'Afrique. C'est une œuvre monumentale rassemblant tout ce que les Européens connaissaient alors du continent. Celui-ci n'est jamais allé en Afrique mais a utilisé les récits des voyageurs, missionnaires et commerçants qu'il a soigneusement constitués, comme ceux de la Compagnie néerlandaise des Indes. Alors ici on est sur le deuxième point, c'est-à-dire le Rio de Gabon selon Dapper, selon Holfer Dapper. Donc ce que Dapper appelle Rio de Gabon désigne, normalement c'est la zone de l'estuaire du Congo où se trouve aujourd'hui
Libreville, la capitale du Gabon. Donc il s'agit d'une zone fluviale avec des forêts tropicales, selon lui, des palmiers, des lagunes et beaucoup de vie sauvage. Mais celui-ci décrit aussi les plages, des villages alignés le long du fleuve et des cases construites avec du bois et des feuilles de palmier. Il évoque une activité humaine très dense, de la pêche, de l'agriculture, et notamment du manioc, de l'igname et du commerce avec les Européens. Donc là, il parle éventuellement des populations pongouais qu'il a croisées sur la rive du Congo. Donc, ce sont des populations qui vivaient avant 1500 et 1400. Et pour cette période-là, c'était les Ndiwa qui avaient procédé de beaucoup toutes les autres populations et les autres Mpongouais. Parce que du coup, les Pygmées étaient beaucoup plus au centre, mais pas sur les bords des côtes. Le roi de Rio de Gabon. En fait, le texte d'Apper décrit le roi de Rio Gabon et l'appelle Mani Pongo, en fait, ou c'est le roi du Cap Lopez Gonçalves. Voilà. Et en fait, le roi est décrit comme un personnage important, vivant, dans une sorte de case plus grande, souvent entouré soit de ses épouses, de ses enfants et de ses conseillers. Ce n'est pas une royauté absolue comme en Europe à cette époque-là, mais il s'agit d'un chef de clan très important, donc chef de village très influent dont l'autorité repose essentiellement sur la richesse, l'ancienneté, le commerce, le respect des ancêtres, mais aussi des valeurs intrinsèques à la hiérarchie, comme la sagesse, la recherche par exemple d'égalité. Quels étaient les attributs des chefs en cette période-là, en cette période entre effectivement le 15e siècle, les années 1400-1300, jusqu'au déclin par exemple des Ndiwa et jusqu'en 1972. Quels étaient les attributs des chefs pongouais et mienais? Effectivement, la thèse d'André Wilson Dombe nous fournit des éléments essentiels sur les attributs des chefs pour gagner le respect des Portugais et de l'ensemble des explorateurs. Et cette thèse, en fait, elle est au format papier à l'Atelier national de reproduction des thèses à l'université de Lille, ici en France. Maintenant, à l'intérieur, en fait, qu'est-ce qui est résumé? C'est-à-dire que, dans un premier temps, il y a l'autorité spirituelle et morale. C'est le premier point qui fait en sorte qu'un chef soit agi comme chef parmi les membres du clan. Donc, il faut comprendre que les chefs étaient considérés comme des intermédiaires entre les ancêtres, les Agombenero, les divinités et la communauté. Ils étaient la bouche autorisée. Voilà. Et leur maintien,
le maintien de rites traditionnels aussi conférait le respect, la crédibilité aux yeux des Portugais et valorisait bien sûr ces figures charismatiques. Et les chefs incarnaient ça, incarnaient le maintien des rites traditionnels. Donc il y avait une grande maîtrise de tout ça. En deuxième point, on a la puissance. Bien sûr, la puissance devait être comparable aux grands de l'époque. Ça veut dire équivalente à un général de l'armée française ou à quelqu'un qui est désigné comme roi ou qui est héros gradé effectivement. Donc certains chefs, donc le nom qui ressort c'est Amboué Iwanga, ça c'est un chef à Jumba, un chef à Jumba bien sûr qui a beaucoup longtemps collaboré avec les Ndiwa dans la période des années 1472 quand les Portugais sont venus. Après il y avait aussi leur capacité à lever des guerriers, à contrôler le commerce et négocier, qui faisant des figures fortes et dignes d'attention. Donc c'est ça qui marque la puissance comparable à celle des grands commerçants et négociateurs portugais, hollandais, français de l'époque. Après, derrière ça, il y a le troisième point, la profondeur de vision et la compréhension des enjeux mondiaux. Alors, comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire que ces chefs-là ont su anticiper l'arrivée des Européens. Donc, anticiper, pourquoi? Parce que déjà, investis dans certains pouvoirs spirituels, ils pouvaient avoir des visions, c'est-à-dire ils voyaient ça en rêve ou avoir des conseillers qui pouvaient visionner ça et gérer les contacts et adapter la stratégie. Donc même s'ils étaient surpris par l'arrivée des Européens, ils savaient comment adapter les stratégies. Et par exemple, le commerce, c'est un mot qui ne fait pas plaisir, de l'esclavage et d'autres produits qui ont poussé les chefs à penser de manière pragmatique, effectivement. Voilà. Donc après, on a le dernier point, le quatrième point, en fait, qui concerne un alignement philosophique et la capacité diplomatique. Alignement philosophique, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre effectivement que être initié, c'est de la philosophie. C'est aussi rentrer dans une sphère qui est propre, on va dire, qui t'élève au rang de sage, qui te donne les rudiments pour comprendre le monde spirituel. Voilà. Et comme les chefs sont la bouche autorisée du clan, c'est eux qui doivent transmettre ces messages-là et avoir le discernement. Donc, ils négocient des pactes avec les Portugais, plus tard avec les Français, certains avec les Hollandais. Bien sûr que le peuple a été décimé, mais il y avait quand même des traités qui avaient été signés. Et en parallèle de ça, il y a aussi des alliances matrimoniales interethniques. Par exemple, avec les Mpogwe du clan Diwa et les Adjumba aussi, qui servaient par exemple à consolider une influence, à composer des coalitions stables. Tout ça, ça se réfléchissait autour des réunions, bien sûr, bien qu'il n'y ait pas de traces écrites. Voilà. C'est de quoi? Sila osambongi mbila namba ochwana odedarali mangila do agali mbila asolwa menge rewi manga imbila olefika ochwana odedarali manyanga do agali manyanga asolwa menge wongo sogo intende do kate mbaja la cité, a solo a menge, regentende uila, maru be mongo, ila be ngamba, wana wuku wale, do itutu nite, a solo a menge, regentende uila, do edita untaza, a solo kweni uguna, wana kumwekilara, do ichobe soida, a solo a menge. Mama Bea ima bingo, Mama Bea, you no be
ya yemba ya pila na wojuju kauti nenge ate koko nene mudi mieno mbaba ya rodo ya reburu ya simbo muwe ya rodoma na dimba makori inyo mizeze woje bile ya mombe mama bea ima bingo